Oui. Ça ne dérange pas si on attend 5 minutes. On va les deux. Les deux chauffeurs aujourd'hui. Non, mais. Oui, c'est ça. Quand on a dit qu'on ne pas les remplaçants. On fait mon petit-fils d'abord. Appelle ton petit. Ton Marie, tu me racontes ton histoire. Pour Olivier, Pépite. Mais je me suis Il arrive. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et je salue nos parlementaires, nos députés, nos sénateurs, les élus, mes collègues du conseil municipal qui sont là, et puis bien entendu tous ceux qui sont ici aujourd'hui dans cette salle. C'est un moment à la fois important pour moi. Nous sommes très flattés que Madame Dubon ait choisi la commune de Man pour recevoir cette distinction, qui est bien la reconnaissance de ses mérites. Ce n'est pas une récompense, c'est ses mérites, car depuis des années, elle œuvre pour perpétuer le souvenir de la résistance. Et je crois que sans elle, le rideau de l'oubli serait tombé. Alors elle m'a aussi demandé, parce que je donne un peu des ordres comme ça, de dire comment on s'était rencontrés, comment on s'était connus. Je crois qu'elle a dû me connaître tout d'abord, parce qu'elle avait pris parti pour un projet, contre un projet, pardon. Oui. Le projet Géofix à l'époque. Ouais. Et il se trouve... Il y en a qui doivent s'en rappeler. Hein. Ouais. C'est mon discours aussi. On a repris la résistance. Hein. Et donc, je pense que j'étais certainement le premier, ou peut-être le seul maire, le seul, à avoir pris parti contre ce projet, tout simplement parce qu'il y avait un danger, il y avait un risque. Il s'agissait de stocker des produits extrêmement dangereux dans des cavités à géosphère. Ultime, pardon. Et donc, effectivement, j'avais réagi assez vivement. Alors, pour calmer ma colère, on a vu la malencontreuse idée de m'inviter à un voyage en Norvège. Bien entendu, j'ai réagi aussi très violemment, et là, la presse en était fait l'écho, ce qui faisait dire à notre vieil ami José Aboulker, me dit, mais au retour, parce que beaucoup d'hommes politiques de l'époque avaient accepté le voyage. Et José Aboulker disait, mais il faut leur envoyer, au retour, il faut leur envoyer la fanfare pour les accueillir. Donc voilà la première étape qui a... 189. Mais vous m'avez connu, je ne vous connaissais pas. Ce qui nous a fait connaître, c'est Élie Figuière. Ah ben... Voilà. Et je connaissais bien le papa, son fils est là. Et à l'époque où Madame Dumont se préoccupait
des hautes plaines, parce qu'il y avait eu des parachutages à l'époque. Elle voulait aussi commémorer ce qui s'était passé là-haut. Ça tombait bien, je connaissais le propriétaire, qui était un ami, José Aboulker. Et c'est la deuxième étape. Et puis la troisième, alors c'est une lettre qui m'est arrivée un beau jour, parce que Madame Dumont, quand elle s'occupe de quelque chose, va jusqu'au bout. Elle avait découvert l'existence d'Henri Laugier, né à Man. Je crois qu'elle s'était rapprochée du collège, mais on ne pouvait pas lui donner de réponse. Et là, Je ne savais pas qui est-il. On m'a dit on ne sait pas pourquoi il s'appelle Henri Laugier. Personne n'avait su me le dire. Et donc, il se trouvait là aussi que j'étais proche de la famille d'Henri Laugier, et j'avais pu lui apporter toutes ces réponses sans attendre, parce qu'il vaut mieux ne pas trop tarder à donner satisfaction à Madame Dumont. J'avais donc rempli ma tâche, et je dois dire que ça a été là une rencontre tout à fait intéressante, parce qu'ensuite elle m'a donné le goût aussi pour participer à son association en tant que membre, bien entendu. L'objectif, c'était de créer à l'époque un musée de la résistance. Et grâce à Madame Dumont encore, on a pu rappeler ce qui s'était passé, par exemple, à Rayanne, avec les grands prés, c'est ça, je crois, c'est bien les grands prés, où bien, malheureusement, de nombreux juifs ont été cantonnés avant d'être déportés. Voilà, encore une fois, c'est pour Man un honneur. Vous avez été très mal reçu à Rayanne. Hein. Mon idée n'avait pas été appréciée. À Digne non plus, d'ailleurs. Bon. Attention aux élus, la prochaine fois. Avec les gros sabots, là. Oh, non. Faut pas les manquer. Mais je dois dire aussi que j'ai évoqué José Aboulker, j'ai évoqué Henri Laugier, mais vous avez eu l'excellente idée de prendre comme marraine Madame Urge. Car lorsqu'elle était responsable des archives départementales, elle a fait un travail immense sur le soulèvement Bazalpa. Et même, c'est une chance, ou le hasard, je ne sais pas, mais aussi au centre de cet événement, puisque le responsable politique s'appelait Ruit, et le coup d'État a pris naissance ici sur cette place. Et là, on vous doit beaucoup aussi, parce que ça a rafraîchi notre mémoire et rappelé ce qui s'était passé. 3 personnes dont, relativement importantes pour nous, à Man, et pour l'histoire de France et du département. Et je voudrais rappeler 3 mots, des phrases assez simples de ces personnages. Ruit, tout d'abord, car être républicain, il fallait en payer le prix à l'époque. Il a été, comme on disait si bien, transporté, on ne disait pas déporté, mais transporté. Il s'est retrouvé en Algérie, il a dû rester 5-6 ans. Et à son retour, il disait qu'il ne voulait pas rester un jour de plus à Marseille, parce qu'il n'y avait pas de moyen de transport jusqu'à Man. Donc il a pris une diligence pour aller jusqu'à Digne. De Digne, il est revenu à Man. Il a cette phrase merveilleuse, il dit « Tout le monde était là pour m'attendre, même ceux qui auraient dû éviter d'être présents. » Et il ajoute, quand il était médecin, et c'est très émouvant, il ajoute « Je me suis rendu à l'hospice que j'administrais avec tant de sollicitude, et en entrant, je n'ai pu me défendre cette vive émotion qui réjouit et attriste le cœur tout à la fois. » C'est merveilleux. Deuxième personnage, Henri Laugier. On lui doit le CNRS, c'était le premier directeur du CNRS, personnage qui a été aussi un républicain convaincu, a joué un rôle très important puisqu'il a évacué le Lourdes en 1940. On lui doit la Charte universelle des droits de l'homme aussi. Et il avait une sorte de devise que j'utilise quelquefois, il disait « Il faut voir loin et il faut voir grand ». Et puis le troisième personnage que vous avez bien connu aussi, José Aboulker. José Aboulker a été chargé, il avait 22 ans, d'organiser le blocage, la prise d'Alger pour que les Américains débarquent. De suite après, il a rejoint De Gaulle à Londres, il a été à son cabinet quelques mois, avant qu'on l'envoie en France, malheureusement, alors que Jean Moulin venait d'être arrêté. C'était d'ailleurs la raison qu'on l'a envoyé, que De Gaulle l'a envoyé en France, avec une double délégation politique et militaire. Mais il avait été frappé parce que qui lui avait parlé de Jean Moulin, sans jamais l'appeler ainsi, l'appeler Rex ou Max, c'était De Gaulle. Et De Gaulle était pris de passion lorsqu'il parlait de Jean Moulin. Et au sein du cabinet, à Londres, les collaborateurs étaient surpris de voir cet attachement qu'avait De Gaulle à Jean Moulin. Et Aboulker avait trouvé une formule merveilleuse que je vous livre. Il disait « Chacun était celui que l'autre attendait ». De Gaulle avait besoin de quelqu'un qui parle son nom, au syndicat, au groupe de résistance. Et De Gaulle était pour Jean Moulin la figure emblématique de la France. Voilà très rapidement ces 3 personnages que je devais signaler aujourd'hui. 3 personnages, en quelque sorte, qui nous ont tracé une voie. Et aujourd'hui, en empruntant leurs pas, on ne risque pas de se tromper de chemin. Merci de votre attention.
sénateur, monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers amis, puisque je connais pas mal de têtes ici, chère Madame Dumont, lorsque je rencontre Madame Dumont en 1998, il y avait très peu de temps que j'étais arrivée dans les Alpes de Haute-Provence. Et nous nous retrouvons toutes les deux récipiendaires des palmes académiques comme officiers, toutes les deux seules à ne pas être enseignantes. Madame Dumont intervenait dans les collèges et lycées du département pour apporter son témoignage de résistance, de résistante, et son aide était précieuse pour le concours annuel sur la résistance et la déportation. Depuis, c'est en maintes occasions que j'ai croisé, aidé, interrogé, parfois bousculé Madame Dumont dans toutes ses activités, ici et bien sûr dans les Bouches-du-Rhône où je vous ai retrouvé. J'avoue avoir été très émue que vous m'ayez choisi pour vous remettre cette décoration. Et je suis vraiment très fière d'être aujourd'hui à vos côtés aussi, pour ce moment qui est tellement important pour vous, mais aussi pour votre famille et votre petit-fils qui va apprendre tout ce que vous avez réalisé. Thérèse Dumont est née Thérèse Maria Henry. Elle vit le jour, on peut le dire, le 16 juillet 1926, pas du tout, à Achicourt, dans le Pas-de-Calais. Elle est très tôt sensibilisée au drame de la guerre, car en effet, durant le premier conflit mondial, sa famille, dont la maison a été détruite, est chassée de l'Artois en 1916, et son père, mobilisé, revient du front gravement blessé. Aussi, au cours du second conflit mondial, lorsque la résistance s'organise dans la cité des cheminots d'Arras, elle s'engage, elle n'a alors que 16 ans. Elle s'engage dans la lutte contre l'occupant, auprès de ses parents, dont le domicile sert de lieu de réunion clandestine et de cache à 3 responsables des réseaux Front National et FTP, francs-tireurs partisans. Très vite, Thérèse Dumont accepte de devenir leur agent de liaison, entreprend d'imprimer, de distribuer du matériel de propagande anti-nazie. Pendant ces années, elle ne cesse de se mettre en danger, organise des manifestations anti-occupants et renouant sans arrêt les contacts nécessaires à la lutte, malgré la chute successive des responsables locaux. Enfin, elle participe activement au mouvement de libération d'Arras en septembre 1944. Son action lui vaut l'attribution de la croix du combattant volontaire de la résistance et la croix de combattant en 1984. Je n'étais pas pressée pour me demander. Professionnellement, elle entre dans la fonction publique en qualité d'auxiliaire de bureau, puis elle gravit les échelons par voie de concours pour terminer sa carrière en 1986 comme receveur-percepteur de l'étude. Épouse de Raymond Dumont, sénateur du Pas-de-Calais, mère de 2 enfants, elle décide, lorsqu'elle se retire dans les Alpes de Haute-Provence en 1986 pour sa retraite, d'entreprendre un travail de mémoire. Son passé de résistante l'a conduit à effectuer de nombreux travaux de recherche, à en réunir la documentation sur la libération de la Provence. Et c'est comme ça que je rencontre très, très fréquemment Madame Dumont. C'est ainsi qu'en 1992, Madame Dumont est à l'initiative de la création de l'association des Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation. Le musée ne se fera pas, mais l'association devient en 1999 l'Association pour la mémoire de la résistance, de l'internement et de la déportation, l'AMRID, notamment avec Michel Fontaine, à qui je rends hommage aujourd'hui. Le principal objectif était l'ouverture d'un centre de mémoire dans le département. Et il s'est agi de collecter documents, photos, objets, mais aussi témoignages de cette histoire collective de la Seconde Guerre mondiale. On était des rivales, là, un peu, entre les archives et puis l'association de Madame Dumont. Mais ça va, on a réussi à s'entendre. En 2003, elle est membre fondateur et présidente de l'association Basses-Alpes 3945, une mémoire vivante, qui a pour but, toujours, de collecter les témoignages et documents, mettre en valeur les travaux de l'association, créer un outil pédagogique pour les enseignants,
rencontrer les jeunes en milieu scolaire et périscolaire dans le cadre de l'apprentissage de la citoyenneté. Et puis il y eut les Justes d'Ozé. Lors de la Seconde Guerre mondiale, au col du Fanger, est installé un chalet des auberges de jeunesse. Simone Chaumet, Jamie Bussienier, j'ai toujours du mal à le dire, et en association avec les Amitiés chrétiennes, y accueille une colonie d'enfants juifs placés par le réseau Garel. Ils y resteront de 1943 jusqu'à la Libération, grâce à l'aide de la population d'Ozé et de Seine-les-Alpes. Armand et Simone Isoard, agriculteurs, Joseph Isoard, agriculteur, et son épouse Julie, enseignante, cachent les Abronski, une famille juive, les sauvant ainsi de la déportation. Ils ont été tous, pour ces raisons, distingués comme justes parmi les nations en 2005. Et tout cela a vraiment été possible grâce à l'obstination de Madame Dumont, sa poursuite de preuves, ses recherches pour retrouver les enfants. Je me souviens de cette manifestation et de l'inauguration de la plaque sur le site du col du Fanger. Et je garde en mémoire l'émotion de cette journée, l'étonnement des justes qui disaient que finalement ils n'ont fait que leur devoir, la reconnaissance de ces enfants, François Gilbert, Maurice et Charles Vrobin, Gilbert et Maxime Alouche, devenus des vieux messieurs, mais qui se retrouvaient ainsi pour la première fois, qui retrouvaient des souvenirs un peu flous, un peu effacés. C'est donc tout naturellement qu'avec son association, elle participe au Murel, ce musée de la résistance en ligne, opération nationale dont l'action tend à sauvegarder un patrimoine menacé par la disparition des acteurs et l'avenir incertain de certaines collections, les petits musées associatifs, les archives familiales. Ces travaux s'effectuent au niveau de chaque région et en PACA sont dirigés par le professeur Robert Mancherini. Et avec le Murel, c'est aussi la possibilité de rendre immédiatement accessible, donc en ligne sur Internet, au plus grand nombre et en permanence, une collection virtuelle, vaste, cohérente, sur l'histoire de la résistance. Là encore, l'action de Madame Dumont est de toute importance et elle ne faillit jamais. En 1994 est édité le livre « Femmes en résistance », dont elle est la co-auteure avec Simone Pélissier. Préfacé par Lucie Aubrac et Marie-Claude Vaillant-Couturier, cet ouvrage obtient le label de la mission du cinquantenaire. L'histoire est donc bien la passion de Madame Dumont. Aussi participe-t-elle également à l'association Promémo, Provence Mémoire du monde ouvrier, qui a pour objet d'encourager et de développer les recherches scientifiques autour de l'histoire des mouvements ouvriers en Provence, tout ce qui touche l'histoire sociale et politique de la Provence contemporaine. Et tout naturellement, Madame Dumont devient aussi, sous la houlette de Jean-Marie Guillon, professeur des universités émérites, la correspondante départementale pour le Métron, qui est un ensemble de dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier. La vie de Madame Dumont est vraiment une histoire d'engagement. Un engagement pour la liberté, dès ses 16 ans, mais aussi pour l'égalité, pour la fraternité. C'est pourquoi votre nomination dans l'Ordre national du mérite, qui a pour vocation de récompenser les mérites distingués et d'encourager les forces vives du pays, est évidemment tout à fait justifiée. Et on ne peut que se réjouir et se sentir honoré de vous avoir dans les rangs de cet ordre national important. C'est pourquoi, délégué par le chancelier de l'Ordre national du mérite, je vais procéder à la remise de cette décoration. Merci. Madame Dumont. C'est très émouvant, de mémoire comme ça. Au nom du président de la République et par les pouvoirs qui nous sont conférés, je vous nomme chevalier de l'Ordre national du mérite. Ah voilà,
La pince. Voilà, je n'ai pas réussi à faire. Elle est là, elle est pas bonne poche. Bon, merci beaucoup. Merci bien. Je suis honorée, mais bien que ceux qui me connaissent bien doivent penser que je ne suis pas trop dans mon assiette ici. Je n'aime pas me mettre en avant, mais bon, bref. Alors, je peux plus reculer. Hein. Alors, écoutez, après tout ce que vous avez dit, vous savez tout on sait tout sur moi. Vous êtes passé par les renseignements généraux. Vous avez un petit truc. Bon, j'ai fait quelques citations, vous savez, de gens compétents. Alors voilà. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Winston Churchill. Oui, en 1938 à Munich, en rentrant de Munich. Ah, j'ai bien cherché, avec mon fils aîné. Tachiki avait bien pu dire ça. Bon, alors maintenant j'attaque. Hein. Plus de 70 ans se sont écoulés depuis la victoire des Alliés, le 8 mai 1945, qui vit la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Pour les jeunes européens d'aujourd'hui, tout cela est bien loin. Et beaucoup n'ont même pas eu l'occasion d'étudier en classe ces pages d'histoire. Pourtant, certains veulent savoir. Pour ces collégiens qui me posa un jour cette question brutalement. Avez-vous fait sauter des trains? Avez-vous tué des Allemands? Non. Bah, sous-entendu, alors, qu'est-ce que vous Je leur réponds qu'alors j'avais leur âge et qu'il y avait des personnes plus compétentes que moi pour ce genre d'exercice. Par contre, j'ai bien connu ceux qui recevaient ces ordres, des jeunes FTP que nous devions cacher, nourrir, planquer, comme on disait, ici et là, car dans le plat pays, qui est le mien, il n'y a ni forêt ni montagne. Et naturellement, il fallait trouver sans cesse un nouvel abri, car ces combattants ne pouvaient passer longtemps inaperçus dans une cité ouvrière où tout le monde se connaissait. Dans cette région du Nord, que l'armée allemande triomphante en mai 40, occupée pour la 3e fois en 70 ans, l'idée de résistance ne tarda pas à se concrétiser. Des gens de droite, de gauche, de partout. On ne pouvait pas les supporter revenant à nouveau. Les personnes âgées les voyaient revenir pour la 3e fois. Des inscriptions sur les murs, des mots d'ordre griffonnés, et si vite déjà des arrestations. Le premier des 218 fusillés de la citadelle d'Arras est exécuté en avril 1941. Et peu de temps après, 250 mineurs sont déportés pour fait de grève à la grande grève de mai-juin 1941. Alors qu'évidemment, les grèves étaient interdites. Hein. Le cheminot qui avait mis en place un petit réseau féminin est fusillé en 1943. Il faut savoir que lorsqu'un membre de la famille était condamné, tous les autres membres étaient arrêtés et déportés pour ne pas l'avoir dénoncé, y compris les enfants à partir de 16 ans. J'ai retrouvé avec émotion dans le livre mémorial de la déportation, 4 gros tomes, les noms de mes camarades, tous et toutes classés nuit et brouillard, dont Bert Thoiret, qui sera décapité à la prison de Berlin le 1er septembre 1944, le jour de la libération d'Arles par les Alliés et la résistance locale. 3 autres résistantes du Nord-Pas-de-Calais de divers mouvements seront également guillotinés, toujours en Allemagne, parce qu'ils n'osaient quand même pas faire ça en France. Que puis-je ajouter? Sinon que nous avons eu beaucoup de chance. Ma mère qui prenait beaucoup d'initiatives, ma mère, ma soeur et moi, de ne pas avoir été arrêtés comme nos camarades. L'une d'elles, une belle jeune femme, mère d'une fillette de 4 ans, est morte sous la torture à la prison de Douai, alors qu'il lui suffisait de nous dénoncer pour survivre. Et aujourd'hui, le temps se court, en France, en Europe, aux États-Unis. C'est une bien inquiétante société que nous léguons à nos petits-enfants.
Pourtant, des penseurs lucides nous mettent en garde. Par exemple, Albert Jacquard écrivait en 1995 « J'accuse l'économie triomphante ». Et en 1998, il écrivait « Ceux qui nous gouvernent ne savent que parer au plus pressé en appliquant les recettes d'autrefois. Or, un changement radical d'orientation est nécessaire. Il implique de proposer aux jeunes, non pas de se faufiler dans la forteresse, mais d'en abattre les murailles et de mettre en place une société où aucun humain ne sera perçu comme en trop, c'est-à-dire une organisation des rapports entre communautés permettant de voir en chaque autre non un obstacle, mais une source. Et maintenant, je vais vous parler de André Malraux. En parlant de la résistance nécessaire, les résistants ont vécu de la complicité de la France. Pas de toute la France, de celle qui a suffi. Le fermier fut souvent une fermière. Le poste émetteur du réseau était fort compromettant, mais la logeuse acceptait et s'arrangeait pour faire du bruit chez elle à l'heure des messages. Et combien d'autres exemples dans ce domaine, la résistance la plus simple, peut-être la plus profonde. Ravensbrück, 1944. En rang, les prisonnières écoutaient un discours de menace du chef de camp, que l'interprète alsacienne traduisit par une seule phrase. Il dit que nous ne sortirons d'ici que lorsque nous serons morts. À ce moment, un message silencieux filtré dans les rangs. Les Alliés arrivent. C'est alors que dans tous les bagnes, de la forêt noire jusqu'à la Baltique, l'immense cortège des ombres qui survivaient encore se leva sur ses jambes flageolants. Ce peuple dérisoire, détendu et dérayé, ressentit que même s'il ne devait jamais revoir la France, il mourait avec une âme de vainqueur. Alors, je vais vous dire quelques mots sur les travaux de recherche qui me passionnent. Je ne vous en cite que 3, sinon on serait là encore demain. Alors ces 3 concernent les biographies de résistants et d'un jeune. Alors Blanche Pogam, mon fils qui connaît l'histoire par cœur, hein. Il en a tellement entendu parler. Blanche Pogam, un jour à l'inspection académique, lors de l'étude des devoirs des élèves, je découvre la reproduction d'une affiche rédigée en allemand et en français dans le devoir, une affiche datée de 1940, annonçant la condamnation à mort pour sabotage de Blanche Pogam. Elle était datée de 1940, et qu'est-ce que je lis? Arras. Je n'en reviens pas, car j'habitais Arras à ce moment-là, et il me semble que cette affiche sur les murs de la ville ne serait pas passée inaperçue. Je contacte l'élève, puis son père, il se trouve qu'il était un enseignant, et j'apprends que cette affiche apparaît dans le livre d'histoire, Bella, de l'élève. Je prends contact avec la maison Bella, on me confirme, et j'apprends qu'il y a à Paris un dépôt d'affiches de cette époque, un stock, et où ils avaient trouvé celle-ci, qui leur avait paru intéressante, si j'ose dire, parce qu'elle était de 1942, et en plus une femme. Alors, je découvre alors... oui, bon, donc, Blanche Pogam, qu'est-ce qu'elle avait fait pour être déjà condamnée comme ça? Et elle est condamnée à mort. Arras transmet son compte-rendu à Bruxelles, qui tout de suite transmet à Berlin, condamnée à mort, une femme, dans toute une région où ils avaient senti l'hostilité. C'était une grave erreur, forcément. Bon, donc elle est vraisemblablement la première résistante condamnée à mort, et ils n'ont pas osé l'exécuter, mais elle a été déportée, elle est partie dès janvier 1941,
elle était déportée en Allemagne. Et alors son histoire est d'autant plus dramatique qu'elle a tenu jusqu'à 1945, puisqu'elle disparaît au grand mouroir de Bergen-Belsen, que les Anglais découvrent le 15 avril 1945. J'ai retrouvé des photos conservées par son mari, qui était parti vivre dans le Midi. J'ai fait connaître le fruit de mes recherches à un correspondant de Boulogne. Il paraît que, depuis peu, il y a une rue qui porte son nom à Boulogne. Alors, je vais maintenant vous parler d'un gamin qui s'appelait Gervais Émile, né à Sisteron en avril 1927. Il vivait à Gigord, chez un de ses oncles. Il est arrêté en juillet 1943. Il était parti, on suppose, parce qu'il en parlait autour de lui, il voulait rejoindre De Gaulle. Ça lui paraissait facile, bon. Mais conclusion, on ne sait, je tape partout, on ne sait rien. À Gigord, on ne sait rien, Sisteron, on ne sait rien. Bon, donc, il n'est jamais rentré, il n'avait jamais donné de nouvelles. Alors, d'ailleurs, j'étais surprise, d'ailleurs, en mairie de Sisteron, on n'avait pas tenu compte des recherches. C'est alors que je finis par trouver, par différents amis, contact avec un nommé Raymond Gervais, qui était effectivement son cousin, qui avait 8 ans à l'époque, et qui vit près de Lyon. Alors, il n'est pas d'un très grand secours, comme il était très jeune à l'époque, il ne savait pas grand-chose. Mais les recherches qu'avaient entreprises ses parents après la libération n'avaient absolument rien donné. Alors, côté archives officielles, je finis par trouver disparu à Doran, ce qu'ont connu les déportés comme étant l'enfer de Doran. Il n'avait pas 17 ans. Alors, qu'est-ce que pourquoi je parle plutôt de lui que d'un autre? Eh bien, c'est que son nom n'apparaissait nulle part, ni à Sisteron, ni à Gigord. Il avait disparu, on ne sait rien, les gens, ben, on ne sait pas, c'est pas. Bon, enfin, le 8 janvier 2017, c'est pas vieux, monsieur Raymond Gervais, le cousin en question, chère madame, suite à notre entretien, je vous fais parvenir la photo du monument aux morts de Gigord, preuve que votre action portait ses fruits. Je vous remercie, vous félicite, etc. Bon, alors son nom est enfin inscrit sur le monument aux morts de Gigord. C'est dans votre coin, ça? Oui, oui. Allez, parle bien. Ah bah oui. Alors, ensuite, je vais vous parler maintenant de Cécilie Lefort. Cécilie Lefort était anglaise et mariée à un médecin français qui est installé, lui, à Paris. Alors, il s'était connu en faisant du sport, des régates. Bon. En 1940, au moment de l'invasion, elle dit à son mari, je retourne dans mon pays, parce que les Allemands avançaient sur Paris, bien sûr. Elle avait dit, comme beaucoup d'Anglais, l'Angleterre tiendra bon. Donc en 1940, elle repart en Angleterre, elle suit une formation militaire et revient en France pour le compte du réseau français SOE, sous les ordres de Francis Camaer, bien connu dans le département, hein, dont le mouvement est resté vivace par ici. Je l'ai connu, il est décédé il n'y a pas très âgé. Alors, aucun membre du réseau qui s'étend d'Antibes au Vercors n'est inquiété après l'arrestation de Cécilie Lefort, ce qui veut dire que malgré les interrogatoires qu'elle a dû subir, parce que comment Camara s'était chargé de préparer le débarquement en Provence, en ce moment. Donc elle meurt en février 1945 au camp de concentration de Ravensbrück, non pas morte, si j'ose dire, de sa mort, assassinée par piqûre au petit camp du Ravensbrück. On mettait toutes celles dont on... Et elle étant anglaise et ne supportait pas, les Allemands ne voulaient pas qu'elle en sorte. Alors Cécilie Lefort fut la seule résistante des Bases arrêtée et déportée.
Aucune plaque, aucune rue ne porte son nom. Ne devrions-nous pas lancer une pétition en ce sens? Ayant décidé, à mes moments perdus, de relever si possible le nom des personnes déportées à partir de leur arrestation dans le département, je pense être arrivé au bout de ce travail titanesque, car rien à ma connaissance n'avait entrepris sur ce thème. Donc, il y en a, j'ai trouvé à peu près 600 noms victimes de la persécution et de la répression. Bon, monsieur le maire, on a déjà parlé de ça. Hein. Une note. Oui. Bon, donc je veux dire qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Bon, j'espère être encore en état dans les mois qui viennent pour continuer. Bon, donc voilà la photo du monument aux morts. Bon, alors, ces 3 personnes, plus, bon, d'autres dossiers que j'ai sous le coude, voilà, c'est mon panthéon à moi. Bon, alors bon, je vais terminer, hein, parce que... alors, ça fait quand même beaucoup de discours. Hein. Enfin, Jean Quérol, romancier, essayiste, membre de l'Académie Goncourt, déporté au camp de concentration de Mauthausen en Autriche, auteur du film Nuit et brouillard. La guerre s'est assoupie, un œil toujours ouvert. Qui nous avertira de la venue de nouveaux bourreaux? Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre? Voilà. On va prendre le verre de la victime. Vous allez prendre le verre de la victime maintenant? Comment c'est? Vous n'avez pas salué la dame? Je n'ai pas salué, c'est vrai. Il pense à tout. J'ai oublié de saluer le maire de Saint-Lézor. Ah oui, oui. Ah, il y a des huiles, hein? Voilà. Ça va, Jacques?